Bonjour, Monsieur Katz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à Francophonie Amérique, ici Richard de Bessonnet. Et aujourd'hui, on rencontre non seulement militant, mais un homme de cœur. Je dois dire ça, je n'avais pas prévu vous dire ça, mais quand même, je voulais vous le dire. Monsieur Katz, vous êtes cofondateur, coprésident du PAJU. Pouvez-vous nous dire un peu ce qu'est le PAJU? Le PAJU, c'est le Palestinien Juif Uni, Oui. qui fut fondé au mois de novembre 2000, un peu au début de la deuxième intifada en Palestine. On peut rappeler ce que c'est l'intifada? C'est un soulèvement. 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 Et en fin de compte, ce fut le fruit de quelques années de réflexion et de discussion avec mon très proche ami et même mon frère palestinien Rezek Faraj, qui malheureusement est décédé d'un cancer en 2009. Mais ce que nous avons entrepris ensemble avec d'autres personnes, évidemment, reste avec moi comme projet et comme, disons, un odyssée que je fais à la mémoire de mon frère palestinien parti. Rappelez-nous son nom, s'il vous plaît. Rezek Faraj. Faraj. Il était l'auteur d'un livre publié aux éditions de la Pleine Lune qui s'appelle... Oui, le livre s'appelle « Palestine, le refus de disparaître ». D'accord. Vous êtes un militant, mais en même temps, vous êtes très, comment dire, médiatisé jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui parlent de vous, d'autres pas. Parlez-nous un peu de, est-ce qu'on est à la hauteur médiatique que vous souhaiteriez pour le travail que vous avez? Mais disons que dans 23 ans de vécu que PAJU a, oui, parce qu'on est dans notre... avec le mois de novembre, oui, on vient de passer notre 23e année de militance, on peut dire. De militance et oui, de solidarité avec le peuple palestinien. Et aussi avec le souhait de voir la paix instaurée au Moyen-Orient. Et maintenant, on s'en va dans une 24e année d'existence comme organisation des droits humains et de solidarité. Justement, j'allais vous demander, c'est vraiment ça, l'établissement des droits humains, de faire en sorte que en fait, toutes les belles résolutions du Parlement israélien soient vraiment mises en fonction. Parlez-nous un peu de ça. Bien, je pense qu'il faudrait plutôt dire des résolutions des Nations Unies, oui, qu'Israël n'a jamais respectées en fin de compte, parce qu'il y a des résolutions qui font appel justement à la création d'un État palestinien indépendant et viable. Et malheureusement n'est jamais venu en fruition. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est possible qu'un jour, ou non, vous ne voyez pas l'avenir de deux États? La possibilité actuellement, je pense, n'est pas possible pour la simple raison que le gouvernement d'Israël, qui est un gouvernement de droite, et maintenant de l'extrême droite sous Netanyahou, ne veut pas voir un État palestinien voisinant. Et donc... Mais vous proposez quoi comme tel? C'est pas vraiment deux États, hein? Vous en parliez tout à l'heure. Mais si deux États étaient physiquement possibles, oui, c'est ce que nous avons été fondés sur le principe de deux États, la solution les accords d'Oslo. Et le problème, c'est que les accords d'Oslo n'ont pas donné cette vision. Ça aboutit plutôt dans ce que le grand intellectuel palestinien Edward Said a appelé
le traité de Versailles palestinien, c'est-à-dire la capitulation du mouvement pour la libération palestinienne, la capitulation. Et donc, abouti dans vraiment la division de la Cisjordanie en 3 secteurs, dont une très petite qui est laissée aux Palestiniens. Et donc aujourd'hui, ce que ça a entamé, ça a été plutôt une plus grande colonisation des terres palestiniennes et une matrice de sécurité qui est presque inimaginable. J'exhorterais les gens qui regardent cette entrevue d'aller sur le site web de l'Organisation israélienne pour les droits humains, B'Tselem, qui a toute une panoplie de cartes qui démontrent explicatives qui démontrent tout ça, qu'aujourd'hui, il ne reste aux Palestiniens qu'à peu près 7% du territoire initial, du territoire historique de la Palestine. Vous avez écrit un petit récit qui a été inclus dans un livre qui s'appelle « La Palestine, le fardeau de l'espoir ». Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette... c'est le titre de ce que j'ai... Ma visite en Palestine occupée. Ma visite en Palestine occupée. Oui. Moi, j'ai été en Israël et en Palestine en 2010, en Palestine pour le Forum mondial sur l'éducation qui a eu lieu à Ramallah. J'ai voulu visiter Gaza. Gaza était complètement scellé. On ne pouvait pas rentrer. C'était impossible de rentrer. J'ai pu, par exemple, voyager en Cisjordanie. Oui. Et j'ai été, en dépit du fait que moi, j'étais au courant de toutes les entraves à la vie quotidienne des Palestiniens, lire, c'est pas pareil que voir. Ah non, c'est sûr. Et ce que j'ai vu m'a attristé beaucoup, car les conditions de vie au quotidien des Palestiniens étaient franchement très déplorables. Dans cette veine, vous avez été élevé, m'avez-vous dit, dans des valeurs de tolérance et de justice. Pouvez-vous nous en parler de ça? Et moi, je pense que ça va avec les traditions humanistes des Juifs, du judaïsme. Et moi, tout jeune, je me rappelle très bien que mes parents étaient des gens très, très tolérants, ouverts envers les autres. Et quand j'étais tout jeune, j'avais 6 ans, je crois, et je vous ai dit que je pourrais aujourd'hui, en entrant à l'appartement où j'ai grandi à Outremont, je pourrais retrouver l'endroit exact où ma mère m'avait dit je veux que tu saches que tous tes amis sont les bienvenus chez nous, quel que soit leur origine, sans égard à la religion, l'ethnicité, rien. Je demande tout simplement que ce soit des bonnes personnes. Donc moi, j'ai été élevé comme ça. Moi, je crois fermement que la plupart des Juifs, et évidemment les garçons et les filles de confession juive avec qui j'allais à l'école, à Outremont, ont été élevés de la même façon. Donc, je pense que pour la plupart des Juifs, ce qu'on voit comme aujourd'hui, de dire cette idée que Netanyahu met de l'avant que Israël pour Juifs seulement, c'est étranger aux valeurs des Juifs. Ça ne correspond pas aux vraies valeurs. Non, ça ne correspond pas, comme j'ai dit, aux traditions humanistes avec lesquelles les Juifs sont élevés par leurs parents.
D'accord. On a derrière nous l'image du livre du cofondateur avec vous. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Mais Rezek, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant comment on s'est connus. Moi, je suis sorti du programme du diplôme en éducation de l'Université McGill. J'avais fait mes études bac et arts à l'Université Sir George Williams, qui est devenue l'Université Concordia. Par la suite, je me suis lancé dans l'éducation. Et je voulais enseigner la littérature anglaise. Oui. Il n'y avait pas de poste. Donc, ça fait partie de mon destin. Okay. C'est que je voulais absolument enseigner. Donc, j'ai accepté un poste en anglais langue seconde à la polyvalente de la Magdeleine à la Prairie. Okay. Et j'ai commencé là. J'ai terminé les 30 dernières carrières les 30 dernières années de ma carrière dans l'enseignement. J'ai passé à l'école secondaire Antoine Brassard avec Rezek. Okay. Mais je l'ai connu au tout début de ma carrière. Je suis entré dans le département, puis un jeune homme, on était les deux jeunes, il y avait comme une différence, je pense que Rezek avait 7 ans plus que moi. Un jeune homme souriant, barbeux, comme moi. D'ailleurs, j'avais une grosse barbe noire à l'époque, difficile à croire aujourd'hui. Mais je suis entré, puis il est venu me voir, puis m'a demandé mon nom, puis j'ai dit c'est Bruce Katz. Okay. Puis il s'est présenté comme Rezek Farage, puis il m'a demandé un peu en anglais, parce qu'on anglais. Oui. Are you Jewish? Oui. Are you Jewish? Oui. Il dit I'm Palestinian. Je suis palestinien. Puis il m'a fait grand plaisir de connaître. Et donc, on est devenus, je pense, presque instantanément des gens qui avaient des valeurs en commun. Et puis même aussi, lui, il avait aussi un background en littérature. Il était polyglotte. Rezek était né évidemment en Palestine, mais à l'âge de 4 ans, il était évincé de son domicile par la milice israélienne. Mais ce n'était pas encore Israël. C'était la milice sioniste. Et son père est décédé en 1948. L'année de la naissance. Oui. C'est la Nakba. La Nakba, ça veut dire la catastrophe en arabe. Et il est parti avec sa mère, ses sœurs, son frère. Ils ont dû survivre dans une caverne pendant 2 ans. Et éventuellement, ils sont retrouvés au camp de réfugiés de Daesha, géré par le United Nations Relief Works Agency. Les Nations Unies. Oui. Daesha est près de Bethléem. Il a été éduqué là. En électricité. Même qu'il faisait l'électricité chez nous. Moi et mon épouse, on avait une petite maison de ville. Donc, on peut recommander ce livre chez l'édition La Planète. On va terminer sur une idée. Vous avez un projet que vous proposez, on peut dire, pour le futur de la Palestine et les droits humains. Oui. Je vais vous laisser là-dessus, puis vous avez aussi un petit texte sur le militantisme que vous allez lire. Je vous laisse répondre à la question. Dans quelques instants, je vais vous laisser pour que vous lisiez ça. Je vous écoute. Nous, comme je vous ai dit tantôt, le PAJU avait été fondé sur l'idée de 2 États. D'accord. L'État israélien, l'État palestinien, voisinant. On voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'impossibilité, vu que
Israël par le biais de la colonisation, la matrice de sécurité. Mais vous proposez quoi, justement, pour un remplacement d'idée de deux États? C'est que pour nous, oui, ce qu'on voudrait voir instauré dans la région, c'est un État pour tous les citoyennes, tous les citoyens, peu importe, sans égard à la religion, à l'ethnicité, au genre, à une personne, un vote, égalité absolue devant la loi pour toutes citoyennes et tous citoyens. Et c'est notre vision maintenant. On se dit, et moi je l'ai exprimé dans le récit que j'ai publié, que malgré l'horreur qu'on voit, surtout actuellement à Gaza, malgré toute cette violence, je crois que quand on arrive à une situation où on touche le fond de baril, il n'y a qu'une direction, puis c'est vers le haut. Et donc, pour moi, malgré les cendres qu'on voit actuellement, comme résultat de toute cette violence-là, je dis que le phénix est cet oiseau qui renaît de ses cendres. Et donc, ça reste pour moi l'image d'autres possibilités de paix qui devront suivre sur les talons de l'horreur que les Palestiniens vivent actuellement, et tout en se rappelant que c'est les deux peuples qui doivent finir par s'entendre. Pas de choix. Car ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc, on rappelle que le PAJU, c'est Palestiniens et Juifs unis. Oui. On peut trouver sur Internet, sur la toile, paju.org, c'est ça? Oui. Et là, il y a des entrevues, peut-être pas des entrevues, enfin, beaucoup d'indications, de détails sur les gens qui pourraient s'intéresser à cette solution que vous proposez. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez réuni quand même des Juifs et des Palestiniens dans votre organisation qui veulent rétablir les droits humains et la justice. Oui. Je vous laisse là-dessus en vous remerciant, M. Bruce Katz, d'avoir participé à cette entrevue. Et je vous laisse lire. Ça fait plaisir. Donc, vous allez lire quelque chose sur les militants. Et c'est l'auteur, c'est notre intellectuel juif, Noam Chomsky. Je vous laisse là-dessus. Alors, pourquoi devient-on militant? Une réponse facile consisterait à dire qu'on ne devient pas militant. On oublie simplement parfois qu'on l'est. Nous sommes tous nés empreints de compassion, de générosité et d'amour pour autrui. Nous sommes tous sensibles à l'injustice et à la discrimination. Au plus profond de nous-mêmes, nous sommes des êtres humains inquiets. Nous souhaitons tous donner plus que ce que nous recevons. Nous souhaitons tous vivre dans un monde où la solidarité aurait préséance sur l'individualisme et l'égoïsme. Nous souhaitons tous partager de belles choses, connaître la joie de vivre, le rire, l'amour, faire des expériences collectives.